Alors, on a un gros agenda aujourd'hui. Bonjour à tous. Après cette petite introduction, on va passer à travers un certain nombre de slides, de données. On va partager beaucoup d'informations. On espère que ça va pas être simplement une discussion à sens unique. C'est pas du tout un cours magistral. L'idée, c'est d'arriver à se poser le plus de questions-réponses, afin qu'il y ait un vrai débat et qu'on soit sûr de répondre aux attentes de l'auditoire. On va commencer par ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du pétrole pour expliquer où est-ce qu'il en est, quelle est sa place, expliquer un peu cette chaîne de valeur extrêmement complexe, qui paraît simple en apparence, mais qui en fait a des ramifications qui sont relativement étendues. On va faire une première pause de questions-réponses pour essayer de répondre un petit peu, qu'on ait tous ces bases de compréhension de la façon dont ça fonctionne. Pour ensuite, essayer de se projeter à demain, et essayer de comprendre, est-ce que c'est un futur sous tension, comment est-ce qu'il évolue, comment est-ce que la demande et l'offre de pétrole peuvent évoluer au fur et à mesure de la transition énergétique. Et ensuite, parler des risques, des opportunités de résilience potentielle et des différentes transitions qu'on doit tous effectuer, et conclure par une séance de questions-réponses. Alors, pour nous présenter très rapidement, on a un cabinet de conseil qui est basé à Chambéry, cofondé par des cadres de l'industrie pétrochimique. Au total, on a 40 ans d'expérience dans la pétrochimie, donc il était temps de prendre sa retraite. On n'a pas pris vraiment notre retraite, puisqu'aujourd'hui, on travaille pour des industriels qui sont plus ou moins dans cette chaîne de valeur. On est basé dans les Alpes, mais avec des clients qui vont aujourd'hui de l'Ohio jusqu'à la Pologne, avec pas mal d'étapes au milieu. On est dans des chaînes de valeur mondialisées et dans des sites industriels en général assez importants. On a une entreprise à mission. Donc notre mission, elle est écrite dans nos statuts, comme toutes les entreprises à mission, c'est construire un monde adapté au climat et neutre en carbone en 2050. Ça vous explique pourquoi est-ce qu'on est là, euh, et pourquoi est-ce qu'on contribue notamment avec la PCC à entraîner le plus possible de gens avec nous. Euh, en chinois, Rongui, ça veut dire simple ou probable, parce qu'on nous demande souvent pourquoi est-ce qu'on a appelé ça comme ça. C'est un peu tout ce qui nous est resté de nos cours de chinois. Et c'est deux idéogrammes sympas, parce qu'en fait, il veut dire que pour que ce soit simple ou probable, il faut s'approprier le changement. Et c'est un petit peu ça qu'on essaie de faire. On essaie d'identifier quelles sont les vagues qu'on va pouvoir surfer avec nos industriels pour les emmener vers un futur bas carbone. Et avant que la double comptabilité soit à la mode, on avait dit que notre mission, c'était réduire l'impact de l'entreprise sur le climat via la baisse des émissions. On va parler beaucoup de ça aujourd'hui, mais aussi s'adapter au changement climatique, et on va en parler un petit peu également. Alors, je vais commencer par un tout petit partage personnel. Le pétrole, c'est un sujet vaste. On a pas mal d'expérience à tous les deux présentateurs, pour répondre à beaucoup de questions. Mais alors, donc, n'hésitez pas à utiliser bien le module Q&A, qui est beaucoup questions-réponses, qui est beaucoup plus pratique pour nous, pour traiter les réponses et s'assurer qu'on va pouvoir les grouper. À chaque fois qu'on en parle, dans toutes les discussions dans lesquelles on est impliqué, que ce soit avec nos industriels qui en consomment, ou avec la PCC, ou avec la plupart des gens avec qui on interagit, on se rend compte que c'est un sujet clivant pour le pétrole. Pour certains, c'est très simple. Il suffit d'aller trouver la grosse vanne, de la fermer, et tout va bien aller. Euh, on va voir sans doute au fur et à mesure de cette discussion que c'est sans doute un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'il va falloir arrêter de consommer, et ça, c'est compliqué. Pour le coup, il faut comprendre comment est-ce que cette consommation s'effectue. Alors, moi, il y a un podcast que j'aime beaucoup, qui est un podcast du New York Times, qui s'appelle The Argument, qui prend vraiment des gens qui ont des vues opposées sur le même sujet, et essaye de les enjoindre à discuter de manière sereine autour de tout ça. Et fondamentalement, ce podcast est assez puissant, parce qu'il dit qu'il faut comprendre pour agir et transformer. Et en fait, ce qu'on va essayer de faire là, c'est dire, nous, on veut transformer l'industrie du pétrole, on veut aller vers une industrie décarbonée, qui donc n'utilise plus d'énergie fossile, mais pour ça, il faut comprendre comment est-ce que ça marche, et c'est ce qu'on va essayer de faire en 1 heure et demie, ce qui est relativement court par rapport à la taille. C'est relativement court, parce que l'anecdote personnelle, c'est que j'ai vu Une vérité qui dérange en 2007, An Inconvenient Truth, dont je me rends compte que ça montre un peu mon âge, parce que c'est pas un film qui est aujourd'hui si connu que ça finalement dans notre milieu. C'était Al Gore qui présentait ça. Et il a présenté cette courbe qu'aujourd'hui je présente à des clients, qui montre l'augmentation du CO2. Il avait une petite nacelle sur la droite de la scène qui montrait comment ce que le CO2 montait de manière très vertigineuse au fur et à mesure que la révolution industrielle se déployait, au fur et à mesure qu'on arrivait vers l'époque moderne. Et j'ai vu ce slide, j'ai vu ce graphe, j'ai compris tout ce qui a été dit, et finalement, moi, il m'a fallu 13 ans pour internaliser ça et comprendre ce que ça voulait dire, et comprendre comment est-ce que moi je pouvais contribuer.
Donc, aujourd'hui, vous allez voir sans doute des graphes qui vont vous surprendre ou des choses qu'on va dire par rapport à combien est-ce qu'il reste de pétrole ou combien ça coûte ou qu'est-ce qu'on peut faire, qui vont peut-être vous surprendre, qui vont peut-être vous déranger. Mais il faut essayer de ce qu'on essaie de faire avec nos clients, avec tous les gens qu'on accompagne et avec nos, disons, le collectif autour de tout ça. Il faut se souvenir qu'il y a des vérités qui dérangent, mais il faut éviter de se réfugier dans les mensonges qui rassurent. On dit l'âge de pierre n'a pas fini par manque de pierre, par exemple, ce sera pareil pour le pétrole, c'est pas évident. La transition, c'est plus facile si on coupe le puits, c'est pas évident non plus. Ça fait 40 ans qu'on dit qu'il en reste pour 40 ans, on peut faire du plastique avec du maïs, on peut bloquer le prix du pétrole, on sait synthétiser les carburants, tout ça a une part de vérité et puis une part de mensonge aussi. Donc là, vous voyez quelques illustrations. Le monde à la Mad Max, c'est le monde en panne sèche, qui est évoqué d'ailleurs dans le roman d'Andreas Esbach, Ausgebrannt, ça veut dire en panne sèche, un monde sans pétrole. Et on va essayer de couvrir un certain nombre de ces points-là aujourd'hui parce que c'est important pour comprendre ce qui va nous arriver et pour avoir une transition qui est sociétalement acceptable. Donc, on va répondre à la question qui est est-ce que c'est un objectif, une chance ou un risque sociétal? Pour ce qui est de l'objectif, c'est oui. On n'est pas sur un cours sur le climat. Je pense que tous les gens qui sont ici ont bien compris que la transition énergétique, sortir des énergies fossiles et donc du pétrole en totalité entre maintenant et 2050 est absolument critique pour arriver à réussir à tenir nos engagements climatiques. On ne va pas réexpliquer tout ça. Les questions qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est une chance ou un risque sociétal et comment est-ce qu'on fait pour que ça devienne une opportunité? À la place du pétrole, on va faire un petit cours d'histoire. Ça, c'est une jolie petite gravure qui vient de la librairie du Congrès qui montre Mr. Drake qui est allé forer en Pennsylvanie et qui a rempli le premier baril. Il a pris ce qu'il trouvait à proximité. Donc, l'unité de baril, le 159 litres de pétrole, vient de cette époque-là. Ça commence aux États-Unis, dans le nord-est des États-Unis, même si le pétrole est exploité à d'autres endroits dans le monde de manière très, très anecdotique, pour essentiellement devenir du pétrole lampant pour l'éclairage. Et la croissance a été exponentielle depuis la pandémie. Je crois qu'on comprend tous ce que c'est qu'une croissance exponentielle. C'est quelque chose qui démarre très doucement puis qui d'un coup va commencer à exploser. Peut-être quelques mots sur l'histoire de cette explosion. On voit la courbe bleue, c'est la courbe des États-Unis. Les États-Unis, jusqu'en 1973 pratiquement, est de loin le premier producteur pétrolier mondial. Donc en fait, au même moment que l'Arabie Saoudite et quelques États du Golfe deviennent des producteurs significatifs aux alentours des années 70, c'est là où on a le premier choc pétrolier. Donc c'est intéressant de voir et ça permet de se projeter dans quelque chose dont on va parler un petit peu plus loin, qui est la géopolitique du pétrole est liée à son exploitation, à l'épuisement des ressources, au ralentissement et à l'explosion de la demande. Donc tout ça est intimement lié. C'est un produit qui est devenu un produit extrêmement courant dans l'ensemble de nos sociétés occidentales et au-delà. Au rythme actuel, pour info, dans 25 ans à peu près, on aura consommé autant de pétrole que depuis 1850. C'est-à-dire que si aujourd'hui on n'arrive pas à baisser notre consommation de pétrole, on en aura consommé autant dans 25 ans que depuis 1850. C'est vraiment la définition d'une exponentielle où à chaque intervalle de temps régulier, on va consommer, on va doubler nos consommations. Aujourd'hui, c'est clairement notre principale source d'énergie. 85% de l'énergie est fossile, 57% provient du pétrole et du gaz, avec historiquement, dans les 5 ou 10 dernières années, un faible transfert du charbon vers le gaz. Donc on sait qu'il y a des sociétés dans lesquelles ça s'est passé, ça ne s'est pas passé de partout. Et quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce qui nous fait avancer, ce qui permet d'aller chercher des minéraux et de faire de la transformation et de la mobilité, globalement, ça reste essentiellement le pétrole. Les renouvelables augmentent, mais on est toujours à 85% fossiles. Cette répartition, cette prépondérance des énergies fossiles, elle est vraie partout. La consommation totale de l'énergie, elle est extrêmement variable d'un pays à l'autre. On voit que le Canada est celui qui consomme le plus d'énergie au total. Ils ont beaucoup d'énergie renouvelable, mais ils ont beaucoup, beaucoup d'énergie par Canadien. Les États-Unis arrivant en deuxième position. On voit la France là en milieu de classement. Alors c'est vrai que tous les pays donc on a une consommation énergétique qui n'est pas toujours similaire. On voit bien par exemple qu'aujourd'hui la France par rapport au Japon consomme moins d'énergie fossile. Euh, dans beaucoup de pays, notamment un certain nombre de pays en voie de développement, le charbon reste majoritaire. Euh, dans la plupart des pays de l'OCDE, la France en tête, la décarbonation de l'énergie, ça s'assigne souvent à une réduction de la consommation du pétrole et du gaz.
Donc, quand on parle de décarbonation, quand on parle de sortie des énergies fossiles, que ce soit aux États-Unis ou en France, où on est entre 90 et 95% de pétrole, derrière cette barre un petit peu marron, parme, là, des fossil fuels, on parle clairement de pétrole et de gaz. Donc, c'est plus de 50% aujourd'hui de l'énergie primaire en France, avec relativement peu finalement chez nous de charbon résiduel. Il reste quelques chaudières par-ci par-là. Alors, si on regarde l'histoire du pétrole en France, on voit les 30 glorieuses, hein, ça tombe bien, ça fait pratiquement 30, hein, on va dire 45, 1973. C'est l'âge du 50 ans, c'est l'âge du premier choc pétrolier, c'est mon âge aussi. Donc, je suis né une année de choc pétrolier. Les 30 glorieuses, c'est un développement rapide, du chauffage à partir de fuel, du transport, de l'industrie qui explose avec la reconstruction et la construction, l'urbanisation qui s'est accrue dans ces années-là, et l'accès à un certain nombre de commodités qu'on connaît très bien aujourd'hui. Euh, il y a eu en 1973 le choc pétrolier. Donc, pour ceux qui sont assez vieux comme moi, ils se souviennent du Chasson de Gaspille, hein, cette espèce de campagne de sobriété qui avait été lancée dans les années, fin des années 80, début des années 80, pardon, fin des années 70, où les conducteurs essayaient de trouver des gaspilles. Et on voit l'électrification et le nucléaire qui apparaît à ce moment-là et qui va commencer à compenser une partie de l'énergie qu'on trouvait dans le pétrole, qui d'un coup a vu son prix multiplié d'abord par 4, puis ensuite par 10 au total, par les producteurs de l'OPEC. De 85 à 2000, ben on revient sur une croissance plus modeste. C'est clairement la mobilité, on voit les carburants qui augmentent, et puis la chimie, la part de la chimie qui augmente, et ça c'est un petit truc à garder en tête, parce qu'on va en parler beaucoup dans la suite, et notamment dans la partie de transition, et de l'importance du pétrole au-delà de son aspect mobilité et carburant. Donc de 85 à 2000, ça commence à augmenter à nouveau. Et puis depuis 2000, on voit une lente décrue. Donc il y a une part d'efficacité, il y a un petit peu désindustrialisation aussi. Les industries sont des consommatrices d'énergie, elles consomment du gaz pour la chaleur haute température, par exemple. Quand on commence à fermer des hauts fourneaux, on va consommer moins de charbon, moins de gaz, donc indirectement moins de pétrole. Le transport change en nature, etc. Donc voilà ce qui s'est passé en France. On peut dire bah, on est plutôt bien parti parce qu'au total ça baisse cet usage de pétrole. Alors il faut peut-être un petit peu pondérer ça par le fait qu'on a aussi remplacé une partie de ça par du gaz. Depuis l'an 2000, là, qui est notre pic de consommation, on voit que la baisse annuelle finalement de tout ça, elle n'est qu'aux environs de 1% par an. Il faut se souvenir que les accords de Paris, hein, c'est moins 4,6, moins 4,2 à moins 4,6% selon le type d'industrie dans lequel on est. Donc on n'y est pas. Aujourd'hui, ça reste en tonnes d'équivalent pétrole. C'était assez facile je crois que c'est en 2000, c'est en 2010 qu'il y avait exactement 67 millions de tonnes d'équivalent pétrole et 67 millions de Français. Donc c'était facile de compter que c'était une tonne par personne, donc à peu près 7 à 8 barils en fonction de la densité du pétrole. Et on voit autre chose, on voit que sur 30 ans, pas tout à fait sur 2000, mais sur 30 ans, depuis 1990, les bases pétrochimiques restent à peu près stables. Et on pouvait peut-être vous poser un petit peu cette question-là, qu'est-ce que c'est que ces bases pétrochimiques? Finalement, on n'a pas remplacé beaucoup d'énergie par le gaz au total. Par contre, ces bases pétrochimiques, qu'est-ce que c'est? Et ça, on va vous en parler un peu plus dans la suite de la présentation. Alors, j'aurais bien aimé qu'on ait beaucoup de temps et qu'on fasse un quiz, un jeu, et puis qu'on fasse des interrogations. On vous a un petit peu mâché le travail. Ça, on le fait souvent en masterclass, on essaie de permettre aux gens de découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière ce pétrole et où est-ce qu'il est dans nos vies. Il est absolument partout. On était en montagne ce week-end, on a fait de la randonnée. Quand je regarde le guide entre le Gore-Tex et sa corde et son surpantalon, c'est clair que tout ça, ça vient plus ou moins directement du pétrole. Donc à gauche, c'est une belle route américaine, c'est de l'asphalte. Là, il se trouve que c'est de l'asphalte, ça peut être du béton, mais là, c'est de l'asphalte. La peinture dessus, c'est une peinture à base d'adhésifs essentiellement pétroliers. On voit de la cosméto, on voit beaucoup de produits de consommation dont le contenant et le contenu viennent directement du pétrole aujourd'hui en grande partie. À droite, c'est des jolis vélos verts qui permettent une mobilité douce en ville. C'est des vélos de location. Les gaines, elles sont revêtues de plastique. Les pneus, c'est du caoutchouc qui est à moitié synthétique en général, surtout pour les pneus de vélo. Les coatings, peintures, tout ce qui est réfléchissant tout ce qui est en décoration du vélo, ça vient du pétrole. Là, à gauche, on voit une belle petite lessive. Les joints, la lessive, l'eau qui est traitée, elle va avoir
une émission fossile. Et on le sait bien, hein, quand on travaille dans ce milieu-là et qu'on cherche des facteurs d'émission, on voit qu'il y a toujours une part d'énergie fossile, quoi qu'on considère, parce qu'il y a toujours une part de transport. C'est ce qu'on voit dans l'agriculture, par exemple, sur la droite. Les énergies renouvelables, faire des éoliennes, ça prend du plastique aujourd'hui, du pétrole, des coatings. Et pour fabriquer et aller transporter de la bauxite pour faire de l'aluminium, par exemple, c'est la même chose. On aura besoin de pétrole. Donc il y a du pétrole derrière tout ça. Euh, dans la chimie en particulier, qui est disons notre giron et qui est dans tout ce qui nous entoure, il y a un certain nombre de ces particules. 98% de la chimie organique, dans la chimie organique, si vous vous souvenez, pour ceux qui ne sont pas chimistes comme moi, qui se souviennent quand même de leur cours de quatrième, c'est la chimie du carbone. Donc, c'est les plastiques, les solvants, 98% est pétrosourcé. Mais même la chimie minérale a besoin d'énergie, qui est généralement fossile. Quand on a besoin d'énergie haute température, la vapeur dans l'industrie de process, ça vient en général, ça vient du pétrole. Et donc, elle va avoir besoin également de beaucoup de pétrole. Donc, vous voyez beaucoup de ces molécules qui sont autour de vous. Forcément, à un moment, il y aura un petit bout de pétrole dedans. On oublie souvent l'agriculture. Il faut se souvenir que la base des engrais azotés, ça va être de l'ammoniac, et l'ammoniac, c'est fait à partir de réformage de gaz. Donc, on va prendre du méthane et puis on va le transformer en ammoniac pour pouvoir faire de l'agriculture. Alors, en plus, comme c'est une source d'énergie assez pratique pour la mobilité lourde, pour des crushers, pour tout ça, si on prend l'exemple d'une tonne d'acier, pour extraire les minéraux, on va avoir besoin d'énergie. À peu près 30% de l'énergie, les 13,8 mégawattheures là, pour notre tonne d'acier, c'est pour l'extraction. 70% va être du côté de la transformation. Et ça, on traduit la World Steel Association et sur les bases ADEME, on le trouve également. En gros, pour une tonne d'acier vierge, il y a une tonne 3 de charbon, 1,6 barils de pétrole et 26 mètres cubes de gaz. Tout ça émettant un total de 6 à 9 tonnes de CO2 par acier. Alors, avant que quelqu'un pose la question, dans la base de l'ADEME, il y a une moyenne d'acier français qui est différente de ça. Ça, on parle d'acier vierge qu'on est allé chercher quelque part. On continue. L'acier n'est pas complètement en boucle fermée, en circularité partout dans le monde. Donc, si on fait une tonne d'acier vierge, c'est 6 à 9 tonnes de CO2 avec du charbon, mais aussi beaucoup de pétrole et beaucoup de gaz, avec peu d'alternatives aujourd'hui qui existent autour de tout ça. Alors, si l'énergie est plus rare ou plus chère, si on manque de pétrole, eh ben, ça va mettre de la pression sur toutes les ressources qu'on exploite aujourd'hui. Donc, en résumé, vraiment les points clés à retenir pour la petite discussion dans les escaliers quand on ne prend pas l'ascenseur. Le pétrole et le gaz, ça reste 50% de l'énergie en France, donc c'est une part importante. Donc la décarbonation via l'élimination du pétrole et du gaz, tout n'est pas encore électrifié. Pétrole et gaz, si on regarde au niveau mondial, ça a à peine été commencé à être impacté par la transition, parce que quelques pays qui ont commencé à faire leur baisse, on a vu la nôtre, mais en partie aussi a été compensé par de la délocalisation ou l'accession à un niveau de vie supérieur d'un certain nombre de pays dans le monde. Ça fournit des molécules qui sont extrêmement diverses et auxquelles on ne pense pas forcément, des engrais au plastique. Certains d'entre eux sont critiques pour une transition énergétique efficace. Des câbles électriques, la plupart d'entre eux, ils sont soit revêtus de PVC, soit revêtus de PDM mélangé du polyéthylène. Ça vient du pétrole aujourd'hui. Et pétrole et gaz sont fondamentaux dans l'exploitation des ressources, ce qui fait dire que la fin du pétrole, ça peut être la fin de tout, donc si on n'y prend pas garde. Donc c'est pour ça qu'on va commencer à regarder ce qui se passe dans cette chaîne de valeur. Alors, on va maintenant rentrer vraiment un peu plus en détail dans ce qu'est cette chaîne de valeur du pétrole à laquelle on fait référence. Pour commencer, c'est peut-être intéressant de regarder cette phrase de Darren Woods, qui est le PDG d'ExxonMobil. Alors, c'est quelque chose qu'il a dit en 2022 devant le Congrès américain dans un contexte un petit peu différent. Mais ce qui est très important, c'est de bien prendre en compte le fait que l'industrie du pétrole, oil and gas, c'est un business d'épuisement. C'est-à-dire, on sait que c'est fini et on ne fait que pédaler pour éviter que ça s'arrête. Et on pédale très vite. Et donc, on va voir un peu plus en détail ce que ça veut dire. Mais cette notion de le pétrole est une ressource finie est quelque chose et qui se tarit est quelque chose de fondamental dans cette chaîne de valeur. Alors, si on regarde la fresque du pétrole, la première chose, c'est de savoir où est-ce qu'on va aller faire des trous. Et donc ça, c'est la partie exploration. C'est là où on a les géologues qui vont regarder la nature des sous-sols et où est-ce qu'on pourrait avoir des réservoirs. Donc l'exploration, c'est ça, c'est déterminer où est-ce qu'on va aller faire des trous et confirmer que le gisement est là avant effectivement de produire, c'est-à-dire de faire plein de trous et de sortir la ressource.
Une fois qu'on a produit, on va transporter ce produit pour le valoriser. Donc le transport, c'est ce qu'on appelle le midstream. Et puis on va aller ensuite dans ce qu'on appelle l'aval, qui va être d'abord du raffinage, donc un endroit où on va traiter ce qu'on a extrait pour le valoriser, et notamment faire des carburants, qu'on va ensuite distribuer aux consommateurs finaux, que ce soit des particuliers, des entreprises, tout le monde. À ce moment-là aussi, on a cette ramification vers les autres utilisations du pétrole, qui sont notamment la chimie, mais pas seulement. Donc voilà un peu de façon macroscopique quelle est cette chaîne de valeur. On va rentrer un petit peu plus dans les détails maintenant. Donc si on prend ce tableau, on retrouve ce découpage amont-aval. Amont, savoir où aller faire des trous et faire sortir la ressource. Aval, la valoriser. Donc dans l'amont, on parle de l'exploration, qui est le fait de chercher des gisements, de confirmer la présence de ressources, dans quelle quantité, pour voir si elle est profitable à extraire. Va se passer aussi toute une phase de négociation, parce que les ressources, elles sont à un endroit donné qui n'est pas forcément propriété de celui qui veut exploiter. Et puis, il va y avoir ensuite la phase de développement et de production qui va consister vraiment à transformer ce gisement potentiel, cette ressource, en quelque chose qu'on peut exploiter. Dans l'amont, en termes d'infrastructure, on va avoir des puits, des pompes, des tuyaux, des bateaux. Beaucoup de bateaux, beaucoup de tuyaux, à peu près 60% du volume de brut et de carburant est transporté dans le monde par bateau. Donc, c'est une grosse part aussi du transport maritime, à peu près 30%. L'aval va consister à valoriser cette ressource qu'on a trouvée. Donc, on va le déplacer pour le ramener près d'endroits où on va pouvoir le valoriser. Ça peut être essentiellement en bateau et avec des tuyaux, mais également des camions. Et oui, on déplace du brut par camion. Ça peut paraître surprenant et ça reste minoritaire, mais c'est loin d'être anecdotique. Et puis des terminaux. Le pétrole voyage beaucoup, avec donc la nécessité d'avoir des ports connectés aux infrastructures d'exploration-production. En aval, on va raffiner et transformer les produits. C'est là que les raffineries et les usines chimiques vont intervenir. Et puis, on va ensuite, effectivement, mettre ces produits à destination des consommateurs. Ça peut être par des bateaux et des pipelines ou des camions. Les produits qui sortent de l'amont sont vraiment de trois natures. Le gaz naturel, ce qu'on appelle le pétrole brut, ou juste le brut. Et puis les condensats, qui sont des molécules un tout petit peu plus lourdes qui condensent quand on extrait du gaz. En aval, les produits vont être évidemment les carburants, mais aussi les LPG, donc le butane, le propane, mais aussi tout ce qui est huile, moteur, etc., les bitumes, et puis tout ce qui est la chimie du carbone. Si on regarde cette industrie, c'est une industrie du temps long. Entre le moment où on commence à chercher et le moment où on confirme un gisement, il va se passer 5 à 10 ans. Et une fois qu'on a développé un puits, il va produire sur un temps qui est long, mais pas non plus extraordinairement long. En gros, la vie d'un puits, c'est en moyenne 15-20 ans. Mais ça peut aller de 5 à 30 ans. Les investissements, c'est essentiellement en amont. En fait, on retrouve là cette logique de business d'épuisement. Les investissements sont colossaux pour continuer à pomper et à trouver de la ressource. Globalement, c'est à peu près 500 milliards de dollars par an. Pour comparaison, en aval, les investissements sont très significatifs, mais à peu près 10 fois moins. Donc, on retrouve un ordre de grandeur qui est vraiment très différent. Et donc, le nerf de la guerre, c'est vraiment de la chaîne de valeur du pétrole, c'est vraiment l'amont. Alors, il y a beaucoup d'acteurs derrière toute cette chaîne de valeur, notamment en amont. Il y a ceux qui vont vraiment produire la ressource, le pétrole brut, mais il y a aussi beaucoup de spécialistes de l'exploration, de géologues. On parle d'acteurs intégrés pour des acteurs qui balayent, qui sont présents dans toutes les phases, c'est-à-dire à la fois en amont et en aval. C'est par exemple le cas des gros pétroliers, Total, ExxonMobil, etc. Mais ce n'est pas le seul modèle. Il y a beaucoup d'acteurs. Il y a des acteurs qui ne sont que des raffineurs. Il y a des acteurs qui ne travaillent que dans l'exploration-production. Et donc, c'est ce qu'on appelle intégrer, c'est le fait de balayer toute cette chaîne de valeur plus ou moins loin en aval. Alors, quand on parle de pétrole brut, en fait, on parle d'une réalité qui est physiquement différente. Et ce qui caractérise un baril de brut, c'est d'un côté sa densité, c'est-à-dire le type de molécules qui sont présentes, qui vont être plus ou moins longues, et puis aussi la présence éventuelle de contaminants, et notamment le soufre. Un brut très soufré va avoir des implications en termes
qu'il faut des traitements à faire pour enlever ce soufre. Et là, vous allez entendre parler de termes tels que sweet, pas beaucoup de soufre, sour, beaucoup de soufre. Donc, ce mélange et ses caractéristiques, c'est ça qui fixe le prix du baril. Un, un, un brut lourd ne se négocie pas au même prix qu'un brut léger. Alors, les sources, elles évoluent aussi, c'est-à-dire qu'on parle de pétrole brut. Historiquement, on faisait un trou, c'est l'image que montrait Maxime, on faisait un trou, du pétrole liquide sortait. C'est ce qu'on appelle le conventionnel. De plus en plus, on s'éloigne de ce modèle-là pour aller vers des modèles qu'on dit non conventionnels ou d'offshore profond. Et Maxime y reviendra. Mais ce qui a des implications en termes de ces investissements qui sont nécessaires et des coûts de production, ainsi que la durée de vie de ces puits nouvelle génération. Enfin, on parle de brut différents et toutes les raffineries ne peuvent pas traiter tous les bruts pour deux raisons. D'une, en fonction de la composition du baril de brut, il va falloir des raffineries qui ont certaines unités ou plutôt d'autres. Par exemple, pour pouvoir prendre un brut qui contient beaucoup de soufre, il faut avoir une capacité de désulfuration très importante. Toutes les raffineries n'ont pas ça. Et puis aussi purement une question de logistique. Par exemple, le pétrole qui est produit au Texas, pétrole shale gas, il est beaucoup alimenté, enfin transféré vers les raffineries par tuyau, par pipeline. Donc, si on n'est pas connecté, on n'y a pas accès de la même façon. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de raffineries sont en bord de mer ou de fleuve, parce que ça leur permet d'amener par bateau des bruts plus différents que ce qu'ils pourraient faire par pipeline. Alors, avec ces bruts qui sont de nature différente, on fait en fait les mêmes produits. Et ça, c'est une spécificité euh, de l'industrie du pétrole et de la pétrochimie, c'est que globalement, on fait des produits qui sont des commodités, qui sont celui de Total et le même que celui d'Exxon. Donc au début, on a ces puits qui peuvent être des puits de gaz ou des puits de pétrole. Alors pourquoi on continue à parler de pétrole et de gaz? C'est parce que globalement, ces deux chaînes, elles ont une réalité commune, tant en termes de comment les ressources sont extraites que de leur devenir. Aussi parce que on peut avoir des puits qui ne sont que des puits de gaz, donc de méthane, de gaz naturel, des puits qui ne sont que du liquide, les puits de pétrole, mais en fait, beaucoup de puits sont aussi un peu des deux. C'est-à-dire qu'on trouve du pétrole, mais aussi du gaz, ou on trouve du gaz avec des liquides. Alors, on va parler d'abord de la chaîne du gaz. En fait, le gaz naturel, le méthane, il va être séparé directement au niveau du puits et il va alimenter les réseaux de gaz naturel et les terminaux, ce qui permet de les charger sur des bateaux, etc. L'utilisation du gaz naturel, il y a celle à laquelle tout le monde pense, globalement les chaudières, qu'elles soient industrielles ou domestiques, mais aussi quelque chose qu'on appelle le réformage vapeur de méthane. C'est comme ça qu'on fait l'hydrogène. C'est aussi comme ça qu'on fait le CO2. Alors, on pense souvent au CO2 comme gaz à effet de serre, mais c'est aussi un produit qui est utilisé dans beaucoup d'industries, à commencer par l'agroalimentaire, mais plein d'autres également. Et donc ça vient du gaz naturel. Et à partir de ça, on va aussi faire les engrais euh, via la chaîne de l'ammoniac qui utilise de l'hydrogène. Donc ça, c'est la chaîne de valeur simplifiée du gaz. De l'autre côté, la partie liquide de ce qui sort des puits va aller globalement vers des unités de type raffinerie, où on va séparer les différentes molécules qui sont dans ce baril de brut et les valoriser. C'est de là, bien sûr, qu'on va sortir des carburants, mais aussi de ces raffineries qu'on va extraire des molécules qui vont devenir des bitumes, des asphaltes, des solvants ou du noir de carbone. Le noir de carbone, c'est ce qui est mélangé à du caoutchouc pour faire les pneus de voiture, par exemple. Et c'est aussi des raffineries qui vont sortir un certain nombre de molécules qui vont aller dans des unités chimiques. Alors, les unités qui font les fondations de la chimie du carbone, elles sont de deux natures. D'un côté, les vapocraqueurs et de l'autre côté, les unités aromatiques. Les vapocraqueurs, ça va consister à très haute température à casser des molécules en petits blocs qui vont devenir les blocs de base, notamment pour les plastiques. Donc, on va parler de l'éthylène, du propylène. Les unités aromatiques, elles vont extraire des composés qu'on appelle aromatiques, donc qui ont un cycle de carbone, donc 6 atomes de carbone attachés en cercle entre eux. Et là, on va parler de benzène, de xylène. Et tout ça, ça va alimenter toute la chimie carbonée. Alors, on pense au plastique, on peut penser aux fibres, mais aussi à la chimie avancée. De façon intéressante, la chaîne du gaz et du pétrole, elle se recoupe aussi au niveau de ses produits. C'est-à-dire que, par exemple, pour faire des engrais, j'ai besoin de carbone qui va venir
de la partie chimie, de la partie droite du graphe, mais aussi d'hydrogène qui va venir de la partie gauche du gaz. De la même façon, pour produire des carburants, j'ai besoin d'enlever le soufre. La façon d'enlever le soufre, c'est de faire réagir avec de l'hydrogène qui vient de la chaîne de vapeur du gaz. Donc là encore, on retrouve non seulement une structure commune en termes d'exploitation et de valorisation entre le gaz et le pétrole, mais aussi dans les utilisations. Alors, on a des bruts différents qui permettent globalement de faire des produits ou des briques de base qui sont des commodités, c'est-à-dire que les spécifications sont les mêmes sur le marché, peu importe qui produit ces molécules. Donc, l'essence, elle est soumise à des spécifications, l'éthylène pareil. Mais par contre, les proportions dans lesquelles on va produire ces mix de produits vont varier. Alors pour ça, il faut voir qu'on en a parlé un petit peu, le raffinage et la pétrochimie recouvrent deux types de procédés. Ce qu'on appelle des procédés de distillation, où on va vraiment juste séparer les différentes molécules qui sont présentes dans le baril, et des unités de conversion qui vont permettre de transformer les molécules, c'est-à-dire de transformer une molécule, par exemple, longue en une molécule courte, ou une molécule qui est linéaire en une molécule qui est très ramifiée. Et là, on parle de conversion. Alors, pourquoi on a besoin de ces unités de conversion? C'est parce que si on faisait que séparer, on n'aurait pas du tout le mix de produits dont on a besoin aujourd'hui. Donc, clairement, ces unités servent à répondre à la demande et à ajuster le mix de produits, mais aussi à optimiser les profits. C'est-à-dire que si j'ai une raffinerie qui peut beaucoup transformer les molécules, elle va plutôt faire des produits à haute valeur ajoutée, par exemple plutôt du kérosène pour les avions que du fioul lourd, parce que la valorisation du kérosène est plus importante. Alors, si on regarde, le petit graphe de gauche vous donne la répartition de qu'est-ce qu'on faisait avec un baril de brut en 1990 et qu'est-ce qu'on fait en 2020. Et vous voyez que ça a changé. Clairement, la partie fuel a diminué on voit bien donc cette orientation du baril plus vers des applications mobilité. On voit aussi la croissance de l'aviation. Et donc ça s'est fait avec des investissements dans ces fameuses unités de conversion pour pouvoir réussir à transformer plus de molécules qui sont présentes dans le baril en molécules essence et diesel plutôt qu'en fuel. Alors, on a donc une flexibilité qui est à la fois liée aux investissements et aux réglages, mais elle est limitée. En bas, vous avez un exemple de la chimie avec le vapocracker. Dans le vapocracker, on peut mettre plusieurs types d'alimentation. Si on met, par exemple, ce qu'on appelle du naphtha, donc en gros une chaîne de 6 à 8 carbones attachés, ben, on va produire de l'éthylène, du propylène et un certain nombre d'autres choses. Suivant la façon dont je règle mon vapocracker, je vais faire plus ou moins d'éthylène, plus ou moins de propylène. Mais globalement, si je choisis de faire beaucoup d'éthylène ou beaucoup de propylène, je bouge mes rendements d'à peu près 10%. Donc on voit bien que je ne choisis pas complètement quelle quantité je fais de chaque produit. Cette flexibilité qu'on a et qui existe sur les raffineries, sur les unités pétrochimiques, elle est réelle mais modeste. Et pour aller plus loin, on a des limites dures d'investissement dans certains cas et dans certains cas de saut technologique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas on ne sait pas transformer 100% de naphtha en 100% éthylène. Alors, ce que j'expliquais tout à l'heure comme une raffinerie, ben, vous avez là un petit schéma qui montre tous les types d'unités qu'on peut avoir sur une raffinerie. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de blocs, que la même molécule peut sortir de différents blocs. Le but n'est pas d'aller en détail, mais de vous donner un peu cette notion de complexité de ce que peut être l'empreinte d'une raffinerie. Pour info, la chimie n'est pas dessus. Donc, ce qui est très important dans le baril, c'est que c'est une matière première qui est valorisée à 100%, pour deux raisons. D'une, c'est pour optimiser la marge ou le profit, c'est-à-dire que tout est valorisé, mais aussi parce que les quantités sont telles qu'on ne saurait pas gérer les flux de déchets. Donc, il y a clairement Donc, quand on regarde le profit d'une raffinerie ou les marges, en fait, le raffinage parle toujours de marge sur ce qu'on a mis en entrée. On parle de dollars de marge par baril de pétrole brut mis en entrée. Ce qui est finalement la somme du revenu qu'on a de tous les produits qu'on génère, moins ce qu'on a payé en amont pour mettre le prix du brut. Il n'y a pas de marge de l'essence ou du diesel parce qu'on ne peut pas faire que de l'essence ou que du diesel. Donc, c'est vraiment tout ce qui sort moins tout ce qui rentre. Et donc, on parle de marge par baril de brut. Alors, la balance des produits en quantité, elle peut être compliquée et on tombe facilement dans des contraintes. Alors déjà, on a vu qu'avec un baril de brut, on fait des carburants, mais aussi des produits chimiques,
des carburants de nature différente. Alors, ces marchés, ils sont interconnectés parce qu'on produit les molécules ensemble, mais ils sont aussi indépendants. Et on l'a bien vu, l'exemple peut-être le plus frappant, c'était au moment du Covid. Toute la consommation de carburant a baissé, mais il n'y avait plus aucun avion qui volait. Donc, plus du tout de consommation de jet et de kérosène, mais encore une consommation d'essence et diesel. En pratique, ça veut dire qu'on a brûlé du jet en tant que énergie juste pour s'en débarrasser, qu'il a eu un prix négatif, qu'on a essayé de le passer en pétrochimie pour essayer de s'en débarrasser parce que l'alternative, c'était de produire moins de tout le reste. Et on pourrait faire ce parallèle pour plein d'autres exemples. Un autre bon exemple, c'est quand on a du gaz qui n'a pas de débouché et qu'il est produit avec le pétrole, eh ben on le brûle. Les stockages sont limités. On n'a pas, donc on remplit très vite les stockages. Souvent, on est sur quelques jours de capacité de stockage, que ce soit sur les raffineries, les terminaux. Et les contraintes logistiques peuvent être fréquentes également. Par exemple, des choses très simples. Une partie des produits peuvent être expédiés par tuyau, mais d'autres vont l'être par bateau. Le niveau des fleuves impacte parfois la sortie de certains produits par rapport à d'autres. Et donc, de nouveau, un problème de j'ai toujours un marché pour un de mes produits, mais l'autre, je ne peux pas le bouger. Et donc, à un moment, je ne peux plus fonctionner. Euh, et ce qu'il faut voir, c'est que toutes ces unités de pétrole et de gaz, que ce soit les puits les puits d'extraction ou les raffinages ou les usines pétrochimiques, les arrêts sont extrêmement coûteux, souvent longs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on s'arrête pas pour quelques heures, on s'arrête pour des jours, voire des semaines. Et dans certains cas, le redémarrage est impossible. Par exemple, les puits de shale gas dans l'ouest du Texas, quand on les arrête, c'est très difficile de les redémarrer. Et donc, ces interconnexions, elles se manifestent aussi sur les prix. C'est pour ça qu'on peut avoir des prix négatifs par moment, parce que l'alternative est encore plus coûteuse. Donc, on paye pour s'en débarrasser. Et donc, cette fameuse équation de la marge du baril, elle va dépendre des rendements, des prix de marché qui ne sont pas forcément connectés, et aussi du type de brut qu'on alimente. Alors, on a parlé dollars et profitabilité, et souvent, quand on pense pétrole, on pense méga profit des compagnies pétrolières. Alors, un point qui est important, c'est de savoir que ces compagnies qu'on appelle les IOC, les IOC, en fait, sont des relativement petits acteurs quand on parle réserve. Là, vous voyez le graphe des réserves de pétrole disponibles. Le premier IOC, cette petite barre grise, c'est ExxonMobil. Clairement, les réserves, elles ne sont pas sous contrôle des grandes entreprises privées, mais vraiment des entreprises nationales et donc des pays. Donc, c'est une réalité qui est aussi très importante à avoir quand on parle du pétrole, avec des compagnies nationales. Donc, plus de 90% des réserves sont détenues par ces compagnies nationales. Donc, on a vu que cette chaîne de valeur, ce qui la caractérise, c'est un business d'épuisement avec des temps longs, des investissements colossaux essentiellement pour la ressource. Alors, on disait 500 milliards en moyenne. En 2022, on a atteint un record. C'est une matière première qui est valorisée à 100% dans des chaînes de valeur qui sont différentes, mais interdépendantes. Et ces équilibres, le volume relatif des produits les uns par rapport aux autres, sont assez figés et établis de longue date. Et le marché du pétrole, c'est réellement un marché des compagnies nationales, même si pour le grand public, le pétrole, c'est Total, ExxonMobil, Shell et les autres. Alors, on va faire une première pause pour voir les questions qu'il y a, que vous pouvez poser live ou dans le box de Q&A, de questions et réponses. On peut peut-être répondre à une première. Est-ce qu'on peut capturer le pétrole dans l'industrie pétrolière? Alors, si on regarde si on fait un bilan carbone d'une raffinerie, on va se rendre compte qu'il y a à peu près disons un kilo de produit pétrolier va émettre à peu près 3,3 kg de CO2 lors de sa combustion. On fait les calculs de C et de H. Donc une grande partie du carbone qui est émis sur le cycle de vie du pétrole dans le raffinage, c'est au moment de l'utilisation du produit pétrolier, hein, c'est au moment de l'utilisation du carburant. Capturer le pétrole, après capturer le CO2 sur l'ensemble des unités,
Ben, ça peut être compliqué parce que c'est pour beaucoup, pour pouvoir faire du pétrole, pour faire du raffinage, c'est beaucoup de fours et beaucoup de fours avec des dilutions relativement importantes. C'est pas le meilleur endroit pour aller capturer du CO2. Aujourd'hui, pour aller capturer du CO2 de manière relativement efficace, c'est pas dans l'industrie pétrolière qu'il faut aller. Il faut plutôt aller en sortie de hauts fourneaux ou en sortie ou en sortie de cimenterie, par exemple, où le CO2 est très concentré. Peut-être une anecdote amusante sur la capture de carbone. Aujourd'hui, c'est tout petit. Euh, c'est quelques millions de tonnes, essentiellement pour l'industrie pétrolière dans des conditions très particulières pour faciliter la récupération de pétrole. C'est-à-dire qu'on réinjecte le CO2 dans le sol pour faire sortir du pétrole. Donc, c'est peut-être une perspective à avoir en tête. Il y a une question sur un exemple de compagnie nationale, ADNOC par Saudi exemple, Abu Aramco, Dhabi, Saudi Aramco, Sinopec. Sinopec, PetroChina, qui sont des compagnies qui sont essentiellement étatiques. Alors, c'est un petit peu particulier pour la Chine parce qu'ils n'ont pas vraiment le contrôle des gisements non plus, mais ce sont toutes les sociétés qui sont issues des grandes nationalisations des années 70, dans la filière. Euh, Alors, le pétrole, un pilier de la finance mondiale et au vu des volumes et des flux, alors financiers afférents, absolument. Donc, effectivement, c'est une commodité qui est tradée, les volumes qui sont tradés journalièrement excèdent de multiples fois les quantités physiques. C'est d'ailleurs un point pour l'anecdote qui sous-tend aussi, euh, selon la police et les manifestants, le bilan carbone de Total, selon Total et Greenpeace. Donc oui, c'est clairement un instrument financier aussi, avec des enjeux financiers qui sont liés à l'économie supportée par le pétrole derrière. Donc clairement, oui, c'est pas qu'une réalité, c'est pas qu'une réalité physique. Mais ce dont on va parler beaucoup aujourd'hui, c'est cette réalité physique du pétrole. Euh, Je vais peut-être répondre à une question qui est un petit peu, qui est peut-être une question de jugement. Est-ce que le terme de production est exagéré? Donc, on vous donne les termes tels qu'ils sont utilisés dans l'industrie. On appelle ça produire du pétrole, hein. C'est mettre une pompe et remonter ce pétrole. C'est certes un cadeau de la nature. C'est un cadeau qui est ancien maintenant, hein, puisque le Permien, ça date de quelques millions d'années. D'ailleurs, en anglais, on parle de natural resource borrowing, où on emprunte à la nature ce truc. Donc, personnellement, oui, c'est un cadeau, mais c'est un cadeau qui est de plus en plus compliqué, et de plus en plus cher à aller chercher. On va revenir par la suite. Carburant de synthèse, on va y revenir aussi dans la suite très succinctement. C'est lié à la partie gauche du graphique qu'on voyait sur le gaz. En fait, un carburant de synthèse, l'idée, c'est de prendre du CO2 et de l'hydrogène et de recombiner pour faire des molécules en CH, donc des hydrocarbures. C'est ça les carburants de synthèse. On sait en faire aujourd'hui et on en fait aujourd'hui à partir de gaz et de pétrole. Par exemple, l'Afrique du Sud fait enfin, fait des carburants de synthèse. Alors, ils sont sur base fossile à partir de charbon, mais l'idée de ces carburants de synthèse à l'avenir, quand on parle de e-fuel, c'est de faire de la carbon capture, donc de capturer du CO2, de faire de l'hydrogène vert et de recombiner. Et on y reviendra un petit peu plus tard. Je vais parler des green premium, prix élevé des énergies alternatives au pétrole. C'est vrai que le pétrole, ça reste peu cher. Il faut se souvenir que quand on paye 2 euros le litre d'essence dans lequel on a 15 kWh, il y a 60% de taxes. Donc, si vous faites le calcul, c'est une énergie qui reste effectivement peu chère. On va couvrir en grande partie dans la deuxième partie le fait que ben, le premium, il va peut-être se clore plus par le bas et on va voir un peu où est-ce que les prix du pétrole peuvent aller de manière un petit peu directionnelle. On va répondre un peu à la question par la suite. La répartition de la chaîne de valeur, ça dépend énormément. Euh, une part importante de la marge sur l'amont est liée aux investissements. Et donc, va être extrêmement dépendante des puits et donc à une part fixe qui est beaucoup plus stable. Globalement, quand même, les marges sont en upstream par rapport au raffinage, mais fluctuent beaucoup et vont dépendre de la réalité. Mais globalement, c'est l'upstream c'est l'amont qui génère la valeur dans une chaîne intégrée, d'où le fait que pas mal d'acteurs sont des acteurs intégrés sur la chaîne et que les plus gros acteurs tendent à avoir une intégration de l'amont jusqu'à au moins une partie de l'aval, qui peut s'arrêter au raffinage ou qui peut aller jusqu'à la chimie. Euh,
Peut-être dans la continuité des questions économiques, est-ce qu'on peut bloquer le prix? C'est quoi les marges des raffineurs? Alors aujourd'hui, elles sont partagées en France, les marges des raffineurs, elles ont été multipliées par 5 en assez peu de temps. Et aujourd'hui, elles tournent aux alentours d'une dizaine de centimes par litre, après être tombées à peu près à 2 centimes. Donc les marges de raffineurs, c'est donc ceux qui achètent du pétrole brut sur le marché et qui le transforment. Sachant que la distribution en soi, c'est plutôt une marge qui est de l'ordre de l'épaisseur de l'étiquette sur la bouteille d'eau minérale. C'est plutôt de l'ordre du centime. Euh, la marge des raffineurs, bah, elle existe. Elle existe en général. Elle peut être, enfin, elle est selon le moment du. Est-ce qu'on est dans un pic de consommation ou un pic de baisse de pétrole? La répartition du gâteau, elle est un petit peu différente, mais comme le disait Juliette, le gros du gâteau, il va en amont, hein. Il vient de ce fameux cadeau, hein, le Natural Resource Borrowing. On peut considérer qu'une 95% de ce gâteau-là, il est avant la raffinerie, donc avant de se transformer en essence. Euh, Le pic de production, peut-être rapidement, on va en parler dans la deuxième partie. Donc, on peut garder cette question pour juste après. et peut-être sur l'échelle européenne, alors on est sur des diversités. On a un certain nombre de pays européens qui sont des acteurs du monde du pétrole et du gaz. Euh, les, le Premier ministre anglais a un peu défrayé la chronique dans un certain nombre de cercles récemment en redonnant des explorations de forêt en mer du Nord. La Norvège est un producteur de pétrole et de gaz historique, alors certes en déclin. Donc on a des situations assez différentes. On a aussi des positionnements par rapport à la transition qui sont assez différents, on y reviendra. Mais on n'a clairement pas le même positionnement entre un OMV, donc qui est le raffineur autrichien qui dit nous, on est là pour se rendre obsolète. On fournira des carburants parce que le monde en a besoin, mais le but, c'est de sortir. D'entreprises autres européennes qui ont une forme de diversification sur les énergies alternatives. On peut penser à Total, on pourrait penser à BP aussi jusque récemment. Et la position, par contre, américaine et bien sûr des National Oil Company, très différente, qui est, pour reprendre l'expression américaine, drill, baby, drill. Creuser. Creuse, baby, creuse. Ouais. Euh, Peut-être la dernière question, comment la baisse de consommation du pétrole va impacter la production? Bah, la baisse de consommation, elle impacte rapidement la production. En fait, on l'a vu au moment du Covid. Le stockage dans la chaîne de valeur, il est pas très long, hein. On parle des stocks stratégiques américains, par exemple. Les stocks stratégiques américains, ça nous emmène à 3 mois, je Ouais, crois. Alors, ils essaient de temps en temps ils jouent sur ces stocks. Il y a beaucoup de foires à l'intox autour de tout ça parce qu'il y a une grande partie du prix qui n'est pas rationnel. Donc, l'OPEC va fermer un petit peu la vanne pour essayer de faire monter les prix, puis les Américains vont ouvrir un petit peu tout ça. On se rend bien compte en fait que nos ajustements sont finalement relativement faibles. Donc, si on baisse notre consommation, la bonne nouvelle, c'est que la production elle va s'arrêter rapidement. Après, la complexité, c'est de baisser la consommation. en dehors des stocks stratégiques, dans la chaîne de valeur elle-même, pour la consommation, je dirais, on est plutôt de l'ordre du quelques jours à quelques semaines que mois à plusieurs mois, en dehors des stocks stratégiques. Ça coince vite. Alors, on va passer rapidement à la deuxième partie. La dernière question, est-ce qu'on a une estimation des ressources en hydrocarbures nécessaires pour une transition énergétique qui permet de respecter les accords de Paris? Eh ben, je suis pas sûr qu'on ait un calcul jusqu'au bout. Est-ce qu'il est compatible avec les ressources réelles? C'est exactement la question qu'on s'est posée et la réponse c'est on n'est pas tout à fait sûr encore. Donc, on va vous en parler on va vous en parler dans la deuxième partie. Euh, donc, merci pour ces questions. De sujets couverts. Alors, la question qu'on se pose, nous, qu'on s'est posée, c'est mais est-ce qu'on en a trop, pas assez? Et est-ce qu'on a un futur? À quoi ressemble le futur? Est-ce que ça ressemble à un futur à la Mad Max? On n'a pas assez de pétrole de toute façon. Et donc, quand on parle de commodité en général, c'est une équation complètement farfelue, mais qui explique un petit peu l'importance des différents facteurs. Euh, la problématique ou le prix qui est derrière la commodité, il va dépendre du rapport entre la demande et la production. C'est vraiment la loi de l'offre et de la demande, hein, donc le prix il est influencé en grande partie par ça. Et dans un certain nombre de commodités avec une ressource finie ou une disponibilité saisonnière, par exemple, on peut considérer qu'on a une grande saison du pétrole hein, qui commence au Permien et puis qui est en train de se finir. Eh ben, ça va être une fonction de la réserve. Donc, c'est ces trois paramètres-là qui, en permanence, font bouger l'équilibre entre le prix du pétrole et puis les problématiques qui sont associées.
Alors, si on avait eu du temps, on le fait beaucoup en quiz quand on a eu des masterclass autour de tout ça, notamment avec les industriels. Quelle est la consommation de pétrole mondiale en millions de barils par jour? Alors, c'est à peu près stable ces 3, 4 dernières années, année Covid exemptée. On n'a pas prévu de quiz, il n'y a rien à gagner cette fois-ci, pas de barils de pétrole gratuit. C'est 100 millions de barils par jour. Donc, quand vous entendrez ce chiffre-là, ce 100 millions de barils par jour, il est très facile à retenir et ça permet de comprendre 100 millions de barils par jour, fois 365 jours, on consomme à peu près entre 35 et 37 milliards de barils par an, ce qui représente à peu près 5 milliards, entre 4,7 et 4,8 milliards de tonnes. Donc 100 millions de barils par jour, c'est assez facile de s'en souvenir parce qu'après, quand on voit passer les chiffres, on comprend une raffinerie, par exemple. C'est une raffinerie de taille mondiale aujourd'hui, elle fait à peu près un demi-million. Donc on comprend que s'il y avait que des raffineries de taille mondiale, il y en aura à peu près 200 dans le monde. Donc voilà, c'était le petit quiz amusant, ordre de grandeur. Alors, quelqu'un a posé la question du peak oil, hein. Quand est-ce que ça va arriver? Ben, vous voyez, cette courbe noire, là, c'est la production réelle de pétrole qui a suivi une espèce de semi-gaussienne. Là, il y a eu des ralentissements. On voit choc pétrolier, paf, on est ralenti, on est reparti un petit peu. On voit les effets de la crise de 2008, la production a baissé, etc. Euh, un puits de pétrole individuel, il a une chouette gaussienne. En fait, on commence à l'exploiter. Au début, c'est un petit peu difficile à. C'est pas tout à fait comme on voit l'image qu'on peut avoir. On fait un trou dans le sol et puis il va jaillir tout de suite. Il y a une phase de mise en tension de tout ça, de mise en mouvement de la roche qu'on épuise. Il va atteindre un maximum et puis ensuite il va diminuer. À tel point en général qu'à un moment, les grandes compagnies pétrolières vendent leurs petits puits. Il y a beaucoup, aux États-Unis en particulier, de petits acteurs, des gens qui ont un ou deux ou trois puits de pétrole dans le fond du jardin et qui produisent et qui vendent. Il y a des camions qui font des tournées de laitiers et qui vont récupérer ça. Là, on sera dans la fin de la gaussienne. Alors, il y a quelqu'un de chez Shell, Marion King Upper, qui a théorisé correctement le déclin irrémédiable du pétrole américain. C'est-à-dire qu'elle a dit, ben, si je fais la somme, espèce de transformé de Fourier, là, je prends toutes ces sommes de petits puits de pétrole, ben, il y a un moment où on va arriver à l'épuisement de la ressource. Et donc, elle a dit que le pétrole américain commencerait à décliner au début des années 80 et sa prédiction s'est révélée exact. Alors, les ressources non conventionnelles, on parle du pétrole de schiste, pétrole de roche-mère, tous ces synonymes, les sables bitumineux canadiens, là, ces grandes exploitations à ciel ouvert, le pétrole extra lourd vénézuélien, et puis l'ultra profond, ça a permis aux producteurs de pétrole en fait de maintenir et d'augmenter leur production globale, mais tous ces puits-là suivent la même loi d'épuisement. Donc le peak oil, on pense qu'il va arriver à un moment, et on peut se dire qu'il va arriver entre maintenant et 2030 pour un certain nombre de raisons. Une des raisons, et un des concepts qu'il faut comprendre, c'est celui de Energy Return on Energy Invested, le ROEI, qui est donc la quantité d'énergie qu'on va récupérer en mettant un petit peu de pétrole sur la table, parce qu'il faut de l'énergie pour faire des tuyaux, il faut de l'énergie pour aller forer, il faut de l'énergie pour extraire le pétrole potentiellement s'il ne sort pas tout seul, il va falloir pomper, etc. Et donc ce facteur-là est quelque chose de très important dans la rentabilité du pétrole en général et dans sa disponibilité. Et c'est l'énergie recueillie par rapport à l'énergie investie pour exploiter. Et elle décroît au fur et à mesure de l'épuisement des gisements. Parce que plus ça va, et puis plus c'est difficile de les trouver, ces puits de pétrole. On n'irait pas s'amuser à faire des plateformes de forage qui sont au large de la Guyane avec des tuyaux de 3000 mètres qui descendent, si c'était facile d'en trouver sur Terre, onshore. Donc, il y a plein de pétrole non conventionnel qui existent. Là, vous voyez à gauche, c'est une belle photo de fracturation hydraulique. Alors, belle, ça reste à manier avec précaution comme adjectif. On utilise beaucoup d'eau qu'on injecte à l'intérieur. Donc, on injecte sous pression dans la roche-mère pour la fracturer et pour pouvoir réextraire ce pétrole qui va se retrouver être mélangé dans l'eau qu'on injecte. Donc, on a besoin de grandes quantités d'eau pour aller chercher du pétrole. On va reséparer l'eau, on la trie, etc. Ce type de pétrole-là a un IROI qui est bien moins bon que le traditionnel saoudien, voire le traditionnel puits de pétrole texan. Là, il y a des chances que ce soit au Texas, vu la forme des petites montagnes derrière. Il y a l'offshore profond, donc ça c'est des gros bateaux qui vont aller faire l'exploration est compliquée. On fait si ça vous intéresse, allez voir des films catastrophes sur les plateformes de forage. Ça montre un petit peu la vie sur ce genre de bâtiments. C'est des bâtiments qui coûtent une fortune à la journée pour pouvoir aller faire des trous, voir s'il y a effectivement du pétrole. Et ensuite l'exploration, la production va pouvoir se faire avec des bateaux pompes qu'on va envoyer sur place, qui sont des bateaux flottants qui vont permettre d'aller exploiter ce pétrole-là. Mais ça, c'est pareil. Il va falloir mettre beaucoup plus
d'énergie parce que c'est encore plus difficile à choper. Les sables bitumineux, là, on a le pompon parce que il faut imaginer que c'est plutôt une sorte d'asphalte mélangé à du sable, un petit peu comme on trouve des galets de pétrole, comme on trouvait quand j'étais plus jeune, des galets de pétrole sur les plages, avec du pétrole qui s'est vraiment mélangé de manière très intime au sable. Pour aller chercher du sable bitumineux, il faut trouver un solvant. En général, on utilise des C5, le pentane, c'est le même solvant qu'on utilise pour le nettoyage à sec. Et il y a des raffineries qui font que ça, hein, qui fabriquent du pentane comme solvant pour envoyer au Canada, pour pouvoir aller dissoudre ce pétrole extrêmement visqueux qui est mélangé avec le sable. Donc plus ça va, et plus c'est compliqué. Et plus il faut investir d'énergie. Et donc, pour vous donner juste un exemple, aux États-Unis, on est passé d'un ratio de 100 à 1, c'est-à-dire que si je mettais un baril de pétrole sur la table, j'allais repartir avec 100 barils de pétrole. Là, on comprend que la roulette fonctionne bien, à peu près 5 à 1 en 2010. Donc, c'était pour ça qu'en 2010, ben, c'était un petit peu fini, et puis le shale gas a ouvert un petit peu des opportunités, mais 5 à 1, c'est un ratio qui commence à être relativement faible. C'est une taxe quand même de 20% sur le pétrole qui est dès le moment de la production par rapport à une taxe qui était finalement une taxe énergétique qui était finalement anecdotique. Alors ça veut dire que les coûts vont augmenter, parce que l'énergie, ça coûte cher à tout le monde, même aux pétroliers, et peut-être encore pire aux pétroliers. Donc, forêt, on voit en Arabie Saoudite, onshore, Irak et Abu Dhabi, bah, ça coûte pratiquement rien, hein. C'est des puits qui ont une bonne pression, on fait un trou qui est pas très profond, donc on tire, ça ne coûte rien du tout à produire, ça coûte dans les moins de $10. Puis ensuite, il y a toute une famille de puits qui progressivement deviennent de plus en plus chers. Ces prix-là sont Knoema est un cabinet de conseil qui fait ce genre d'études, hein. Donc, c'est des choses qui sont estimées à partir de modèles et puis des publications financières des compagnies pétrolières. On commence à arriver aujourd'hui au shale gas aux États-Unis. La production pétrolière américaine, elle est importante, elle reste importante aujourd'hui, mais elle a un coût. Et c'est pour ça que quand on a vu au moment du Covid le pétrole descendre en dessous de 80, 70, 60, et ben tous ces puits-là, ils sont arrêtés. On a fermé tout ça. On a arrêté l'ultra profond, on a arrêté les puits de pétrole de type shale gas parce que ça coûtait trop cher. Donc ça a un impact sur les coûts. Et on est dans une économie marginale, c'est-à-dire que c'est en général le prix du dernier baril sorti. Ceux qui connaissent bien la courbe marginale d'abattement du carbone, bah, c'est le même principe. On fixe un prix et c'est ce prix, c'est la demande extrême qui va déterminer le coût maximum du pétrole qui s'applique à tout le monde. Donc, en gros, c'est si on consomme trop de pétrole, eh ben, on est obligé d'utiliser du shale gas et puis du pétrole canadien. Mais les Saoudiens, les Irakiens, les Algériens, les Qataris vont vendre le pétrole le même prix que tout le monde, c'est-à-dire le prix qui est fixé par ces trucs-là. Donc, on a bien compris que plus ça va, et plus ça coûte cher, parce que plus ça va, et plus c'est compliqué à exploiter. Alors ça, on le voit dans les investissements. Et je répète la phrase de Monsieur Woods devant le Congrès américain. Simplement pour rester sur place, eh ben, il faut dépenser beaucoup, beaucoup d'argent. On a vu que les investissements ont été en chute libre au moment du Covid parce qu'il fallait arrêter les puits de toute urgence et les pétroliers n'avaient plus beaucoup d'argent, donc ils étaient bien obligés de fermer un certain nombre de puits de pétrole parce qu'ils ne pouvaient plus les exploiter de manière économique. Et puis c'est reparti très très fort parce qu'il a fallu redémarrer tout ça. Donc l'industrie investit de plus en plus pour un retour finalement de plus en plus faible. Alors, il y a quelqu'un qui a posé la question des réserves. Comment est-ce qu'on estime les réserves? Alors, les réserves, c'est ce qu'on pense pouvoir récupérer. C'est une définition qui n'est pas très, très précise, mais c'est ce qu'on pense pouvoir récupérer tant d'un point de vue technique qu'un point de vue économique. C'est-à-dire que non seulement il faut qu'on sache qu'il y a du pétrole dessous, alors on fait des études sismiques, sismographiques pour savoir la quantité, estimer la quantité du réservoir, la probabilité d'avoir un forage positif quand on fait de l'exploration, savoir si on va en trouver, et puis, on va regarder aussi combien ça va coûter de l'exploiter, parce que si ça coûte beaucoup plus cher que le prix du pétrole, eh ben, ça n'a pas d'intérêt d'aller faire un trou. Alors, donc, il doit être efficace techniquement et rentable économiquement. Alors, on classifie ça, alors, comme c'est une estimation, ceux qui font un petit peu du risque, de la recherche opérationnelle et des méthodes de planification stratégique avec des pourcentages, ils connaissent ça. One Piece, c'est des bonnes réserves. 95% de chances que les volumes qu'on récupère ils soient égaux ou supérieurs aux estimations. Donc, si on vous dit qu'on a une réserve de 3 milliards de barils et que c'est du One Piece, il y a des chances qu'on arrive à extraire ces 3 milliards vu le prix du pétrole actuel et les technologies qu'on connaît.
Les toupies, on n'a plus que 55% des chances. C'est plus que 5% de chances que les volumes soient récupérés soient égaux ou supérieurs aux estimations initiales. Donc ça veut dire que c'est un petit peu, en gros, c'est donnez-moi votre chiffre sûr, après donnez-moi un chiffre un peu moyen, et puis donnez-moi votre meilleur chiffre. Là, c'est les 3 pi. Il n'y a que 10% de chances que les volumes réels récupérés soient égaux ou supérieurs aux estimations. Alors, une fois encore, quand on dit mais il reste combien de pétrole? Eh ben ça dépend. Ça dépend de la probabilité qu'on est prêt disons le risque qu'on est prêt à prendre dans son estimation. Et puis ça va dépendre des coûts d'extraction, des taux de récupération et de la technologie du forage. Là où en plus ça dépend et où les chiffres sont toujours à prendre avec beaucoup de précautions, c'est que c'est un mécanisme déclaratif semi-public. Il n'y a pas d'organisme mondial qui va vérifier de manière un petit peu comme l'autorité de sûreté nucléaire qui irait inspecter, ou l'AIEA qui va inspecter les sites de production et qui dirait bah là, on vous garantit qu'il y a 2 milliards de barils. C'est pas du tout fait comme ça. Les compagnies nationales, notamment celles de l'OPEC, font beaucoup de déclaratifs. Il faut savoir pour eux, c'est important parce que plus ils déclarent beaucoup de réserves et leurs réserves, leur quantité de production, donc leur quota, donc combien ils vont gagner à la fin du mois, est commensuré à la réserve. Donc ils ont intérêt à dire qu'ils ont des réserves de plus en plus importantes. On a vu par exemple les réserves de Venezuela monter sans que personne n'y aille jamais. Euh, et pour les compagnies pétrolières, ben, notamment celles qui sont aux États-Unis, la SEC leur demande de déclarer ça parce que c'est des actifs potentiels. Leur futur pain. Donc forcément, ils sont obligés de le mettre. Donc c'est un mécanisme déclaratif, mais finalement, c'est les gens qui possèdent tout ça qui ont un intérêt très particulier de déclarer des réserves assez intéressantes. Alors, juste un petit coup de zoom sur 2022 pour vous dire où on en est. Donc, c'était la meilleure année depuis une décennie. Alors, je le dis avec un petit peu un petit peu de joie là pour essayer de me mettre dans la peau d'un pétrolier. C'était la meilleure année depuis plus d'une décennie. Il y avait moins de puits, mais ils ont été super productifs. On a récupéré 20 milliards de barils d'équivalent pétrole en comptant tout le gaz, etc. Donc c'était plutôt pas mal. Alors il faut quand même dire, le liquide, c'est-à-dire que le pétrole, c'était que 60% de ces 20 milliards, hein, donc ça fait déjà un petit peu moins, on est plutôt aux alentours de 12 milliards. Et que c'est la troisième fois qu'en 20 ans seulement qu'on arrive à trouver autant de liquide, c'est-à-dire autant de pétrole. On a trouvé beaucoup, beaucoup de gaz parce qu'on a cherché beaucoup, beaucoup, beaucoup de gaz. Et alors, ce que dit Wood Mackenzie, là, qui fait plutôt référence dans le milieu du pétrole en termes de rapport économique, le développement de tout ça pourrait générer 1 million de barils jour. Et si vous avez suivi, ben, en fait, c'est jamais qu'1% de la production en 2030 si on parle de nos 100 millions de barils. Donc, on a quand même un problème. On en a découvert. Vous voyez que les compagnies nationales procèdent pratiquement à la moitié de tout ça, mais ça représente que 1% de la production annuelle actuelle. Alors, on passe d'une période d'abondance de pétrole à une période de rareté. Et là, on y est. Vous voyez cette courbe-là, c'est l'historique des découvertes que les pétroliers ont rapporté. Tous les gisements qui publient toutes les années sur leur compte de résultats en disant on a trouvé tout ça. Les compagnies nationales, l'OPEC a déclaré faire des découvertes. Là, on voit il y a un pic là, en 2010, c'est l'invention du shale gas. On dit ah ben, d'un coup, on se retrouve avec des nouvelles ressources à exploiter, sachant qu'après, il y a eu un peu un nadir parce qu'on s'est rendu compte qu'elles étaient moins performantes que ce qu'on pensait. Euh, nos 100 millions de barils jour, où est-ce qu'ils sont par rapport à cette ressource? Eh bien, ils sont là. 37 milliards de barils par an, c'est là. Ça, c'est le volume de ce qu'on découvre par an. Ça, des découvertes. Et ça, c'est ce qu'on a consommé l'année dernière. Donc, quand ça représente qu'un centième de la consommation, on comprend bien que la transition risque d'être un petit peu difficile. On trouve aujourd'hui très peu de pétrole par rapport à ce qu'on exploite. Donc, il y a différents scénarios. Si on va vers l'avant, il y a plusieurs scénarios. Il y a le scénario vert, c'est celui compatible avec le climat. Donc, si on veut baisser la production de pétrole aussi vite que l'impose des accords de Paris, par exemple, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il y a plusieurs courbes qui existent, il y a plusieurs scénarios, comme vous le savez, il y a plusieurs façons d'y aller avec une courbe très rapide au début, puis qui stagne, etc. Mais globalement, on serait dans ces eaux-là. La courbe bleue, c'est on fait rien et on continue à croître comme on a cru notre demande de pétrole depuis des 60 dernières années. La courbe rouge, ce serait la courbe d'un pic pétrolier qui se passerait à peu près en 2040. Donc d'une façon ou d'une autre, pour résumer, on a trop de pétrole pour le climat, mais on n'a pas assez pour continuer comme si de rien n'était. Si on va vers le haut, on a des conséquences climatiques sévères. Ça va être de pire en pire avec l'enchaînement des scénarios plutôt problématiques d'un point de vue climatique.
Vers le bas, c'est des scénarios qui sont favorables au climat, mais dans tous les cas, il va y avoir des tensions géopolitiques importantes, transitionnelles. Les coûts vont augmenter, comme vous l'avez vu, avec un impact tout au sein de la société, parce qu'on a vu que du pétrole, il y en avait de partout. C'est cher, hein, le pétrole. Les facteurs de hausse, ils sont trois. On a vu les coûts de production, le EROI, hein, donc plus ça va, plus c'est difficile d'en exploiter. Ces lois d'offre et de la demande, certaines sont transitoires, d'autres sont un peu plus longues. Après le Covid, on avait fermé tous les puits, puis il a fallu tout rouvrir en urgence parce qu'on s'est mis à rouler et à voler au niveau mondial comme jamais. Et ben ça a fait une tension très forte sur l'offre et la demande. Ça a augmenté les prix de manière très importante. On a tous vu le prix à la pompe s'envoler et toutes les conséquences que ça a eu dans les différentes économies qui ont essayé de s'adapter, notamment en réduisant les taxes. C'est ce qu'on a fait en France. Et puis une tension géopolitique. Donc, je dirais que ça, c'est la tendance de fond. Le coût de production et ROI, ça va pas dans le bon sens. Plus ça va, plus c'est difficile d'aller chercher du pétrole. Ça fait que monter. Offre et demande, ben en fait, plus ça va, et puis plus ceux qu'on trouve, ils sont peu productifs. Donc, ça va être de plus en plus compliqué. Et il y a des chances qu'il y ait pas mal de tensions par rapport à tout ça. Et la géopolitique, ça, on l'a vu avec l'invasion de l'Ukraine, ça a été la cerise sur le gâteau qui a, d'un coup, d'un point de vue rationnel et aussi de gestion du risque des gens qui font du trading de pétrole, a tendu les prix d'une manière très importante sur le pétrole et sur le gaz. Donc la transition, elle est nécessaire, mais le sevrage peut être très compliqué dans un environnement où la ressource va être plus chère et où le prix va être bien plus volatile, ça va être bien plus difficile encore de se projeter. Donc on a trop de pétrole pour le climat, mais la ressource s'épuise. On consomme aujourd'hui 7 fois plus qu'on découvre. Le pétrole est plus rare, plus cher et plus volatile. Et une transition sous contrainte pose des problèmes sociétaux immenses. Donc on commence à répondre un petit peu à notre question. Mais ça va pas forcément être ça d'un point de vue sociétal. La dernière fois qu'on a vu des tensions suite aux grèves des raffinages, par exemple, on a vu des scènes assez intéressantes dans un certain nombre de stations-service. Il faut imaginer qu'au niveau mondial, tout ça peut avoir des conséquences qui sont importantes. Donc il faut déjà y penser aujourd'hui pour l'ensemble des acteurs. Euh, en dehors du pétrole, tout le monde en consomme, donc tout le monde est exposé à ça. Il y a des coûts de commodité de base, équilibre géopolitique et des briques technologiques qui sont à définir aussi dans cette période de transition, parce que comme l'avait souligné Juliette, on ne peut pas faire tous les produits avec le baril de pétrole au moment de la transition. Donc, en fonction de la transition, il va falloir s'adapter. Et donc, justement, on va regarder un petit peu ce que ça veut dire, cette transition. Euh, alors, le pétrole a conduit, alors ça c'est un point qu'on dit souvent. Aujourd'hui, le pétrole, c'est un peu la réponse unique à tout. C'est avec ça qu'on fait des matières, qu'on fait bien sûr l'énergie, les carburants, etc. Et c'est partout. Maxime l'a montré, dans tous les pays. Donc, c'est un peu la réponse universelle, la panacée, avec bien sûr l'impact climat. Euh, la transition vers l'après-pétrole, parce que le pétrole, c'est beaucoup des carburants, on l'associe beaucoup à, à une transition énergétique, mais c'est pas que une transition énergétique. Euh, donc, on a une quantité de pétrole disponible qui va être moindre, avec une répartition et un mix de demande qui va être différent. On va avoir une disponibilité matière qui va être impactée. On ne fait pas que des carburants. Va donc se poser la question de ce qu'on a, on en fait quoi? Ce qu'on ne fait plus avec le pétrole, avec quoi on le fait? À quel coût? Est-ce qu'on en a assez? Bien sûr, pour faire tout ça, il va falloir changer de tissu industriel, tant parce qu'il y a la part transition énergétique, mais aussi parce que les unités de demande ne sont pas les mêmes pour le pétrole et pour le reste. Euh, et puis, on va sortir finalement un peu de cette universalité du pétrole. Certes, le problème sera similaire pour beaucoup d'économies, mais par contre, les réponses vont dépendre beaucoup plus du territoire. Alors aujourd'hui, si on regarde le baril de 2019, vous voyez là la répartition entre les différents types d'applications. Diesel, essence, l'aviation, les applications fuel, excusez-moi, l'écriture est incorrecte, donc fuel, et puis toutes les applications autres. Dans ces applications autres, on voit notamment la chimie, mais aussi l'asphalte et tout ce qui est lubrifiant. Et donc globalement, on a vu tout à l'heure, cette répartition, elle a évolué, mais elle évolue de façon relativement lente. Et c'est aussi une évolution qui est relativement prévisible. La chimie, ça croît à 3-4% par an. Le diesel, ça a cru parce qu'on a encouragé la consommation, notamment en France, de diesel plutôt que d'essence. Donc tout ça, c'est des choses qu'on pouvait anticiper. Et malgré ça, on voit que ça a bougé assez lentement. Donc c'est des équilibres qui sont établis. Quand on parle transition énergétique, on pense souvent à l'électrification de la mobilité, notamment. Mais le problème, c'est que les leviers de la transition, ils vont pas impacter ces différentes briques de la même façon. Or, on va avoir du mal à ajuster l'outil de production pour s'adapter. L'essence, ça va baisser
sans doute plus tôt et plus vite, parce qu'on sait électrifier la mobilité légère. Le diesel, ça va bouger, mais ça va déjà bouger moins vite. On est plus sur de la mobilité globalement dans le monde, un peu plus lourde, les camions. Et puis, pour l'aviation et le transport maritime, on sait déjà que ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc, ces briques-là vont baisser moins vite. Donc, on va non seulement changer la taille du volume de production, mais aussi la répartition. Si on regarde ce que ça donne, en fait, on se rend compte que la transition, elle est assez brutale. Aujourd'hui, on a à peu près 4,7 milliards de tonnes par an de pétrole, à peu près 700 raffineries dans le monde, avec 25% de ce pétrole brut qui est transformé en applications non carburant. Si on regarde en 2050 des scénarios net zéro, avec électrification de la mobilité et technologies alternatives, on tombe à 0,8 milliards de tonnes par an. Donc beaucoup moins de raffineries, c'est normal, on a besoin de moins raffinés. Mais on voit par contre que la répartition entre les différents produits, elle est significativement différente. Donc ça va impacter la disponibilité, notamment des applications non fuel, parce qu'on voit bien que la partie orange, certes, elle est devenue plus importante, mais en quantité, elle a été divisée par 2 en 30 ans, ce qui est beaucoup. Et aussi, aujourd'hui, on n'a pas une raffinerie qui est capable de faire ce mix-là. Au maximum, les raffineries font 50% de produits chimiques et ne font pas tous les produits chimiques. Donc, on est clairement au-delà des capacités et flexibilité technique actuelles. Et par ailleurs, on n'en a pas parlé, mais ce qui reste de fuel, il va falloir que ce soit faisable aussi. De la même façon, aujourd'hui, on n'a pas de raffinerie qui sait faire essentiellement du kérosène, du jet et du fuel et relativement peu de diesel. Bien sûr, ça change aussi les données économiques. C'est pas du tout la même rentabilité. Donc, au jeu de qui va fermer et qu'est-ce qui restera, il y a pas mal d'incertitudes. Et donc, on est vraiment face à la fois un choc de quantité, mais aussi de qualité, c'est-à-dire de mix de produits disponibles. Alors, face à ça, va se poser pas mal de questions sur comment on fait. Alors, il y a des alternatives. On sait faire plein de choses. On sait, à partir de produits végétaux, faire de l'éthanol et donc récupérer toute la chimie du carbone. On sait aussi, à partir des huiles, donc toujours les végétaux, faire de la chimie du carbone. On sait faire des carburants à partir de l'huile de friture et des déchets. On sait, et il y a des projets qui travaillent énormément sur le recyclage, que ce soit le recyclage des plastiques, le recyclage du pneu, avec cette idée de boucler la boucle. Donc, techniquement, il y a pas mal de choses qui existent, et ça, c'est juste un panorama court, mais on pourrait parler capture de CO2 plus hydrogène, on pourrait parler de pas mal de technologies. Mais il faut aussi se rappeler des ordres de grandeur. Alors aujourd'hui, là, je vous en ai mis un petit panel. Donc aujourd'hui, la chimie biosourcée, c'est moins de 2% des volumes. Le recyclage de plastique, on travaille beaucoup dessus, mais compte tenu de la croissance de la demande de plastique, on plafonne globalement à 10% de recyclage. La production mondiale d'huile végétale, c'est 200 millions de tonnes. Pour comparaison, rien que les plastiques, donc pas toute la chimie, c'est 500 millions de tonnes par an. Donc on voit bien là tout de suite qu'il y a vraiment un enjeu d'échelle. Et puis il y a aussi un enjeu de coût. Aujourd'hui, capturer une tonne de carbone, c'est à peu près c'est entre 200 et 1000 suivant les cas. L'hydrogène vert par rapport à l'hydrogène qui vient du gaz, c'est 5 à 10 fois plus cher. Alors certes, ça va sans doute baisser un peu, mais malgré tout, on sait qu'on a des planchers par rapport à ces coûts et qu'on ne verra pas une division des coûts tels que celle qu'on a pu le voir sur le PV, par exemple, sur le photovoltaïque. Et puis pour l'anecdote, si on regarde les prévisions des besoins de l'aviation en ce qu'ils appellent les SAF, donc les Sustainable Aviation Fuel, donc ces fameux e-fuel, ben, il faudrait à peu près 60 à 80 millions de tonnes. Ça représenterait l'intégralité de la capture des émissions de CO2 résiduelles en France à l'horizon 2050. Donc il y a pas mal d'outils dans la boîte à outils, mais la question, c'est vraiment celle de l'échelle et du coût. Et de la vitesse de déploiement, bien sûr. Mais globalement, échelle et coût. Alors, à partir de ce moment-là, on se rend bien compte qu'il va falloir transitionner les usages. Ça, c'est un discours qui est assez classique dans la transition, mais aussi, on va remettre au cœur du village la question de la sobriété. Alors, parce qu'il va falloir se poser la question de comment on boucle les équilibres de masse. Alors, si on regarde aujourd'hui où va le pétrole, on peut regarder la dépendance, c'est-à-dire à quel point le pétrole est remplaçable ou pas dans ces applications-là, et puis quelle est la proportion du pétrole qui va dans ces applications. On trouve à peu près 3 zones. Une zone où techniquement on sait faire et où on n'est pas trop intensif par rapport au pétrole. Donc là, on aurait le résidentiel, on a des technologies. Une zone
ou très dépendante du pétrole, la mobilité, mais où on a aussi, donc ça va être compliqué parce que le volume à transitionner est important, mais malgré tout, la brique technique est disponible. Et puis des zones beaucoup plus complexes où on a soit des contraintes techniques, on ne sait pas faire de la chaleur haute température en industrie, que ce soit pour le verre, euh, ou la chimie, ou le raffinage, c'est moins pertinent, sans flamme. Donc ça veut dire brûler quelque chose. Et donc du gaz, du biogaz, mais il y aura une contrainte de ressources. Ou on ne sait pas faire les molécules sans pétrole aujourd'hui, ou avec, pareil, pas des technologies à l'échelle. Et on se heurte là aussi au temps long de l'industrie. On a vu tout à l'heure le changement de l'utilisation du baril entre 90 et 2020. On voit bien que ces équilibres, on sait les déplacer, mais globalement, ils se déplacent lentement. Alors, il va falloir donc à la fois prioriser les usages finaux du pétrole restant. On a vu qu'il reste du pétrole. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Et il y a des arbitrages sociétaux à faire, donc une question de désirabilité, et puis des mécanismes à créer. Parce qu'on l'a bien vu au moment des contraintes l'année dernière, les Sri Lankais n'avaient plus de carburant. Donc, il y a aussi des mécanismes, si on se base seulement sur le marché, cela va au plus offrant. Peut-être plus à l'aviation et aux hélicoptères qu'aux poches, c'est un cliché, mais qu'aux poches de sang, qui ont aussi besoin de matières plastiques. Et puis, il y aura aussi des arbitrages sur l'allocation des alternatives. On a vu que, ben, on a parlé biomasse, etc. rapidement, mais la réserve de ressources biomasse n'est pas infinie non plus. Donc, va se poser la question de l'allocation de ces ressources alternatives et aussi de l'usage qu'on fait de ces ressources alternatives. Par exemple, si on parle des molécules de synthèse, le secteur de l'aviation parle de SAF, de Sustainable Aviation Fuel, mais ces e-fuels pourraient aller aussi dans des ambulances, dans du transport de mobilité lourde. Donc, on a pas mal d'arbitrage à faire. On pourrait aussi les utiliser dans l'industrie. Donc, on se pose à la fois dans la transition des usages la question de désirabilité sociétale, mais aussi de faisabilité, tant technique, purement technique, que la faisabilité en termes de coût. Qu'est-ce qu'on va être prêt à payer pour ces usages? Et donc, ça va s'accompagner forcément d'une transition du tissu industriel qui va devoir transitionner non seulement la dimension énergie de son activité, mais également la dimension matière. Par exemple, on n'y pense pas, mais aujourd'hui, le soufre, donc l'acide sulfurique, est un déchet du raffinage. Moins de carburant, moins de désulfuration, moins de soufre, moins d'acide sulfurique. C'est juste un exemple pour montrer la connexion entre des chaînes de valeur qu'on perçoit comme très éloignées. On a parlé de développement de briques technologiques. Alors, il y a des choses, efficacité, il y a des choses qui existent, la récompression mécanique de vapeur, un transfert vers l'électrification quand c'est possible, mais il va aussi falloir développer des alternatives pour la chaleur haute température. On en a, mais la question du gisement et de sa répartition au travers des applications sera compliquée. Clairement, on aura besoin de CCUS pour ce qu'on appelle les secteurs difficiles à décarboner, l'acier, le ciment, peut-être les engrais tant qu'on en a. Clairement, un focus sur un point d'attention sur la circularité, le recyclage des matières, parce que c'est une façon de contribuer à combler le trou entre la disponibilité de carbone matière et le besoin, mais ce n'est pas non plus infini. Et puis des technologies nouvelles. Donc effectivement, on a des options pour baisser significativement les émissions de carbone dans les aciéries, dans les cimenteries, mais aujourd'hui, en termes de maturité technologique, on parle de TRL, on reste assez bas. Faudra piloter tout ça, donc avoir une stratégie de transition cohérente en termes de qu'est-ce qu'on priorise, qu'est-ce qu'on aide à financer, comment on fait tout ça de façon le plus efficace possible en mutualisant les investissements, en intégrant. Et puis, ça suppose des infrastructures importantes. Alors, on parle souvent de celle de l'électricité, mais on peut parler de la même chose pour un réseau de CO2. On va le capturer parce qu'on en aura besoin. Pour l'utiliser là où on en aura besoin, tout ça, ça nécessite des infrastructures adaptées. Et puis, il ne faut pas oublier que réindustrialiser, et l'industrie est au cœur de la transition. On parle beaucoup de réindustrialisation à juste titre, mais pour qu'elle soit pérenne, elles opèrent dans une économie mondiale où elles doivent être compétitives. Et donc, se posera aussi la question de comment on fait pour réussir cette transition énergie et matière, euh, mais qu'elle soit viable pour ces chaînes de valeur qui vont être en compétition avec leurs concurrents au niveau mondial. Donc, c'est une opportunité structurante pour l'industrie de transformer, de la décarboner, mais aussi de relocaliser, mais c'est complexe et avec beaucoup d'enjeux et de choses à faire évoluer de concert. Un dernier mot géopolitique. Vous avez là le fait que le pétrole est réparti à des endroits très précis sur le globe. Et on voit là, donc quand on est dépendant du pétrole, ce qui est le cas de toutes les économies mondiales, en fait, on est dépendant de ces pays-là.
Et donc, sortir du pétrole, tant d'un point de vue énergie que matière, c'est une opportunité géopolitique d'avoir une indépendance par rapport à ces pays. C'est aussi important de garder à l'esprit que pour les pays producteurs de pétrole, c'est une manne financière. Donc, vous voyez à gauche, quel est le prix du baril qui permet d'équilibrer les budgets des différents États. On voit clairement que c'est pas un pétrole pas cher. Donc ça montre à quel point le pétrole est aussi central pour ces économies-là. Alors, c'est clairement un risque qui est reconnu par ces pays. L'Arabie Saoudite a énormément investi pour avoir une économie qui n'est pas seulement celle de l'extraction de pétrole. Ils ont créé toute une chaîne de valeur autour des plastiques, de l'automobile, etc. Mais malgré tout, comme on parle souvent de la fin du mois avant la fin du monde, et ben pour les pétroliers, c'est un peu la même chose. C'est difficile de gérer le court terme et le long terme. Difficile de gérer une transition qui est nécessaire et un risque reconnu avec le fait qu'à court terme, l'exploitation du pétrole est souvent une manne financière très importante. Et c'est intéressant de lire peut-être le départ de Looney de la direction de BP au regard de ces enjeux long terme versus profit à très court terme. Donc, pour résumer cette partie-là, l'électrification de la mobilité, ça favorise le raffinage, moins de carburant, moins de raffinerie, mais par contre, ça a des impacts bien au-delà des carburants. Il va falloir arbitrer, et c'est pas simple, et donc faire des bons arbitrages entre à la fois ce qui est faisable techniquement, les coûts qu'on est prêt à supporter et la désirabilité sociétale. Le challenge de la transition, il est lié aux maturités des alternatives. On a vu que certaines briques ne sont pas disponibles ou pas à l'échelle et ont des coûts importants. Mais malgré tout, ça reste une opportunité en termes de souveraineté, de développement économique et d'indépendance. Alors peut-être avant de passer aux questions, de répondre aux questions, la fin du pétrole, on a dit que c'est un objectif, donc oui. Et en plus du climat, on dit que c'est important pour la résilience économique parce qu'il s'épuise. Donc il faut en sortir. Il faut en sortir et le boulanger du coin qui a du gaz dans son four et puis qui utilise des étiquettes plastiques, il est dépendant du pétrole et il faut qu'on pense à cette résilience-là. C'est une chance, oui, pour la souveraineté, on en a parlé, pour les risques géopolitiques, on en a parlé également. On va essayer d'être en relocalisant une partie de l'énergie et en se débarrassant de ces dépendances au pétrole, on peut être plus résilient en tant qu'État. C'est bon pour l'innovation aussi parce qu'il y a quand même des techniques à inventer aujourd'hui. On parlait des conversions profondes, on parlait d'un certain nombre de produits qui sont à faire à partir de sources qui ne sont pas aujourd'hui pétro-sourcées. Et bien tout ça, c'est un bon moteur d'innovation. Et est-ce que c'est un risque sociétal? Parce que finalement, c'était la grande question qu'on se posait nous. Oui, pour les compétitions d'usage au niveau mondial, parce que on en a parlé, hein, le Sri Lanka le Sri Lanka qui n'a plus d'essence parce que il peut pas se le payer, ben il peut nous arriver la même chose. C'est un risque sociétal par la multiplicité des usages et c'est un risque sociétal par impréparation de la transition. Et si on continue à essayer de sponsoriser quelque part le maintien d'une industrie carbonée avec du pétrole, de façon diverse et variée, on a bien vu le déploiement de toutes les politiques publiques de ces 2 ou 3 dernières années qui, en même temps, essaient d'aller vers la transition, mais également l'amortissent le plus possible. C'est un risque sociétal qui est assez. Donc la fin du pétrole, qu'elle soit choisie ou subie, eh ben, nous, on considère que c'est un risque climatique transitionnel pour toutes les entreprises pour lesquelles on travaille. Alors, question recyclage. Peut-on faire du pétrole avec le plastique? Oui, absolument. C'est ce qu'on appelle advanced recycling ou recyclage avancé. La technologie la plus courante qui repart finalement à du pétrole s'appelle la pyrolyse. Alors, on fait essentiellement, dans ce cas-là, on fait effectivement quelque chose qui ressemble à un baril de brut et qu'on va repasser finalement dans la chaîne raffinage et pétrochimie. Ce qui est important de savoir, c'est que souvent on l'envisage comme un plastique recyclé en plastique, mais en pratique, comme on repasse dans la chaîne de valeur, on récupère la séparation qu'on a. Donc, on n'a pas une tonne de plastique qui redevient une tonne de plastique, mais on a une tonne de plastique qui redevient du pétrole brut qui va se répartir entre les différentes applications. Euh, la question de Grégory. Bonjour Grégory. Est-ce qu'on a du recul sur l'IROI pour des technologies comme CCS en version scaled up? Il y a une barrière, il y a des barrières technologiques, mais il y a des barrières physiques à tout ça. Donc, essayer de remonter, de remonter dans le temps et de remonter la courbe d'entropie, ça coûtera toujours très cher. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on voit sur le CCS,
c'est cher et il y a peu de chances que tous les composants des coûts baissent au fur et à mesure qu'on scale up. Par contre, on pourrait en avoir besoin. Si on a besoin de méthane à partir de CO2, ben on en fera si un jour on a besoin de méthane, notamment pour les produits chimiques. Et peut-être les versions scaled-up, il y a quelques unités qui existent aujourd'hui et qui ont des retours euh, difficiles. Question de Laurent Fichet, il n'y aura plus d'asphalte pour les routes. Et ben, en tout cas, il n'y en aura pas du pétrole. Donc, on va peut-être commencer à réutiliser. C'est ce que font d'ailleurs la plupart des chantiers qu'on connaît, qui réutilisent de plus en plus les matériaux. Donc là, nécessité et c'est la mère de l'invention. Et si on a besoin d'asphalte, on va réutiliser l'asphalte parce qu'il n'y en aura plus. Qu'est-ce qui va pousser le tissu industriel à se transformer, à se débarrasser de sa dépendance? Je pense qu'il y a une prise de conscience qu'on a des besoins, malgré tout. Alors, on peut discuter de la désherbabilité, il y a toute une échelle, mais malgré tout, euh, c'est euh, une nécessité, je dirais, sociétale. Il y a aussi cette prise de conscience, effectivement, que on arrive en bout de course. Donc, il y a quand même quoi, c'est là qu'on y aille pour le climat ou pas, il y a une nécessité à transitionner parce qu'on n'aura pas du pétrole encore pendant des décennies et des décennies. Donc il y a je dirais, parce qu'on doit, parce qu'il y a aussi des mécanismes qui se mettent en place, alors avec plus ou moins d'efficacité. Et puis effectivement, toute la question va être, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à projeter tout ça parce qu'on a beaucoup de mal à projeter quel va être le prix du baril et donc comment tout ça va s'équilibrer. Ce qui est certain, c'est que la volatilité des énergies fossiles et de leur prix a été ressentie très très durement par les industriels et on en a tous entendu parler, par les particuliers aussi, mais par les industriels aussi. On va peut-être prendre une dernière question un peu générale qui est autour du prix et pourquoi les pétroliers font ça. Mais les pétroliers, eux, ils regardent à court terme. Alors, c'est clair que la question du climat est pas forcément très haute. La société, nous, en pratique, on les emmène pas non plus beaucoup sur cette question-là quand on réfléchit bien, parce que par exemple, un pétrolier aujourd'hui ne peut pas s'engager dans les SBTI. Il y a quelques pétroliers comme OMV qui ont dit, nous, on est là pour se rendre obsolète et dans 30 ans, on sera à base de circularité, on n'aura plus de pétro sourcé dans tout ça. Mais la stratégie pétrolière aujourd'hui, elle est relativement claire. Ils rationalisent énormément leur capacité de production, ils se concentrent sur l'upstream parce que c'est là qu'il y a le plus d'argent à se faire. Et de manière générale, le fait que plus c'est rare, plus c'est cher, ça va faire que plus c'est rare et plus c'est profitable. Donc, selon là où on est dans la chaîne de valeur, on ne va pas ressentir ces transitions de la même façon. Et il est clair qu'aujourd'hui, la tension sur les marchés pétroliers, c'est toujours une aubaine pour les pétroliers. S'il faut avoir juste une petite minute, parce qu'on veut remercier des gens, donc Bien déjà sûr, pas de ceux souci. qui permettent cette voie de conf, l'ADEME, Actu Environnement et la PCC. On veut aussi remercier trois mastériens brillants avec qui on a eu l'occasion de travailler, de l'EM Lyon ECAM, qui est un master commun de ces deux écoles à Lyon, master transition énergétique. Et la question qu'on va poser, c'est en gros, du pétrole, on en a trop ou pas assez pour pouvoir passer la phase de la transition. Et donc, on a sorti un green paper, donc contactez-nous si vous voulez l'avoir, qui parle de cette transition nécessaire. En fait, le message clé, c'est le pétrole, il y en aura de moins en moins, donc de toute façon, il va falloir en sortir. Mais attention, ça va pas être aussi simple que ça. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et donc, merci encore Maxime et Juliette. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine webconf de la PCC. Merci à Au revoir, tous, bon merci. appétit, au revoir. Au revoir.